Bonjour à tous. Euh, alors, je vais raconter aujourd'hui une petite histoire. Et c'est l'histoire d'un projet open source que j'ai créé il y a quelques mois, en septembre, qui s'appelle Trafic, et qui est un reverse proxy, écrit en Go. Euh, donc rapidement, je vais me présenter. Je suis Émile Vosges, du coup, je suis DevOps et développeur. Je viens plutôt du monde du développement à la base. Et j'adore Docker, j'adore Go. Et donc j'ai travaillé dans diverses entreprises, des grosses entreprises, des moins grosses. Et j'ai travaillé chez Zenica il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai eu l'idée de créer Trafic, et je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée, pourquoi je l'ai fait, et où ça en est aujourd'hui. Euh, du coup, pourquoi un autre reverse proxy? Il y en a déjà sur le marché qui marche très bien. Il y a HAProxy, Nginx, que vous connaissez, qui sont très connus. Euh, euh, la réponse est, aujourd'hui, on fait des microservices. Alors, donc les reverse proxy traditionnels sont assez anciens quand même. Enfin, HAProxy, ça a plus de 10 ans. Et ça a été inventé, créé à un moment où on ne faisait pas de microservices. Aujourd'hui, on s'oriente vers des microservices. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va déployer, on va découper nos grosses applications monolithiques en plein de petites applications qui doivent communiquer les unes avec les autres, qui potentiellement s'arrêtent, se redéploient à chaud, scale horizontalement quand on a besoin de plus de bande passante, par exemple, etc., etc. Donc les microservices, c'est une nouvelle façon de déployer nos applications, de développer nos applications, et aussi d'avoir une prod. En gros, c'est une prod dynamique, quoi. Les microservices apparaissent, disparaissent au fur et à mesure. Pour faire des microservices, en général, la voie royale, c'est d'utiliser Docker, donc de containeriser ces applications, ou RKT pour ceux qui n'aiment pas Docker. Euh, Ça permet du coup de packager ces applications facilement. Ça permet de les déployer super facilement, etc., etc. On va aussi se poser la question, quand on veut mettre en prod des microservices, d'un système d'orchestration de tous ces microservices, de tous ces conteneurs. Là, c'est encore, il y a encore plein d'outils. Il y a Mesos, par exemple, qui est un orchestrateur euh, très utilisé en prod, notamment par des géants du web, du style Twitter, du style Airbnb, du style Apple, par exemple. Euh, Siri, l'assistant vocal d'Apple, en fait, derrière, c'est un cluster Mesos. Il y a Swarm aussi, qui est un orchestrateur qui est fait par Docker. Donc, ce qui est intéressant avec Swarm, c'est qu'il expose une API en REST, comme tous les autres orchestrateurs, mais cette API en REST, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même que celle de Docker. Okay. Donc, c'est assez simple d'apprendre Swarm quand on connaît déjà Docker. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Kubernetes, par exemple, de Google, etc., etc. Ça, c'est les plus connus, et c'est ceux qui se détachent un peu. On va aussi souvent avoir besoin d'un service registry pour déployer des microservices. Euh, alors, un service registry, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un annuaire et qui fonctionne de manière distribuée. C'est-à-dire que s'il y a une machine qui tombe de l'annuaire, ça continue de fonctionner parce qu'il est présent sur plusieurs machines et il est synchronisé sur toutes les machines. Donc les services discovery, il y en a plusieurs. Il y a Consul, etcd. Ça, c'est ceux qui sont à la mode en ce moment, c'est les plus récents. Consul, c'est fait par HashiCorp et etcd, c'est fait par CoreOS. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Zookeeper, par exemple, qui est un peu plus ancien. Euh, et du coup, on va souvent avoir besoin de ces services discovery. Tout simplement pourquoi nous, on va déployer nos 100 microservices ou nos 2000 microservices sur notre infra. C'est quand même pratique d'avoir un endroit où ils sont tous enregistrés, tous centralisés, où il y a leur IP, leur port, etc. Et comme ça, on sait on sait à qui s'adresser grâce au service Discovery. Très bien. Bon, alors on a choisi un orchestrateur, on a choisi un service Discovery, on a fait des des belles images Docker avec tous nos microservices, et maintenant on veut le mettre en prod. Et souvent, on a besoin d'un reverse proxy. Euh, c'est très bien, on décide de mettre une Nginx, HAProxy, on se retrouve devant le fait très simple que
comme je vous ai dit, du coup, ces microservices, ça va, ça vient. Des nouvelles versions sont déployées, des versions sont arrêtées, des versions crash, enfin des applis crash, etc., etc. Et la conf du reverse proxy, elle, bah, c'est un fichier de conf. Voilà. Et du coup, un reverse proxy classique à la base, il n'a pas été prévu pour avoir sa configuration qui change dynamiquement, ses routes qui changent dynamiquement. Okay, donc ce qu'on est obligé de faire dans ce cas-là, c'est régénérer à chaud le fichier de configuration du reverse proxy en utilisant des outils du style consult template ou confd pour ceux qui l'ont déjà fait. Histoire que la configuration reflète l'état actuel du cluster. Okay, et là, on se retrouve quand même avec un système qui devient un petit peu complexe à gérer. Tout ça pour avoir un reverse proxy. Okay, et pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est quand même pas super stable en général. Enfin bref, ça pose pas mal de problèmes. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Traefik. Voilà. Parce que l'idée de devoir régénérer un fichier de conf à chaud pour un reverse proxy, je trouvais ça pas super propre. Et je me disais, pourquoi pas créer un reverse proxy qui lui-même il reste branché sur l'API de l'orchestrateur et régénérerait ses routes dynamiquement à chaque fois qu'il y ait un changement dans le cluster. Tout simplement. Donc c'est ça l'idée de base. Du coup, quelques features. Donc c'est écrit en Go. Pourquoi je l'ai écrit en Go parce que, bon, déjà, c'est un langage qui est à la mode, mais pourquoi il est à la mode? Ça a été fait par Google, ce langage, et il est à la mode surtout pour tout ce qui est logiciel d'infrastructure. Donc, typiquement, les services registry dont je vous ai parlé, conçus, le TCD, c'est écrit en Go, Docker, Swarm, c'est écrit en Go, bref, Kubernetes, c'est écrit en Go. Tous les logiciels récents d'infrastructure, quasiment, sont écrits en Go. Parce que c'est un langage qui est assez bas niveau, mais qui est quand même garbage collecté. Et ce qui est sympa, c'est qu'il peut produire c'est que ça produit des binaires qui sont buildés statiquement, qui sont linkés statiquement. Donc ça veut dire que pour déployer un programme en Go, vous avez juste à filer le binaire, à déployer un binaire et terminé. Il y a toutes les dépendances à l'intérieur. Donc ça, c'est assez pratique à gérer. Et en plus, vous faites de la cross-compilation depuis votre machine sur toutes les architectures supportées par Go. Donc vous pouvez très bien compiler un binaire ARM depuis votre machine x86, ça pose pas de problème. Donc, Traefik, il se connecte à différents types de back-end. Donc, il est capable d'écouter l'API de différents orchestrateurs. Donc, tout simplement Docker, déjà, de base. Comme il fonctionne avec Docker, il fonctionne avec Swarm, parce que je vous ai dit que c'était la même API. Il est capable aussi de fonctionner avec Mesos, et plus particulièrement le framework Marathon de Mesos. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Mesos, on peut mettre des frameworks en fait sur Mesos. On peut déployer des frameworks qui nous permettent de lancer des jobs dans de certaines catégories. Par exemple, il y a des frameworks pour Elasticsearch, il y a des frameworks pour Marathon qui nous permettent de déployer des conteneurs Docker. Il y a des frameworks pour Hadoop, etc. Enfin bref, il y a plein de types de frameworks sur Mesos qui nous permettent de déployer différentes technologies, quoi. Et ça supporte, c'est capable aussi de se connecter à l'API de Consul, de TCD et de Zookeeper. Donc, la principale feature, c'est que ça supporte le hot reloading. Donc, ça veut dire que dès que Traefik voit un changement sur les API qu'il écoute, il relance sa configuration à chaud. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas besoin de relancer le processus. Et ça, c'est assez important parce que, par exemple, avec HAProxy, quand vous voulez reloader la conf à chaud, vous êtes obligé de forker le process sous Unix. Et ce qui veut dire que dans Docker, ça pose problème parce que si on veut conteneuriser HAProxy dans Docker, Docker, lui, ça a été fait comme ça, il est capable d'écouter un process. Normalement, on déploie un process dans un conteneur Docker. Et si le process fork, du coup, Docker perd le PID du process et on est obligé encore de faire des hacks un peu sales pour gérer ça.
Donc ça supporte du load balancing, comme n'importe quel reverse proxy, du weighted round robin, du dynamic round robin aussi. Il y a aussi des circuits de breakers. Alors ça, c'est assez intéressant. Les circuits de breakers, ça a été introduit notamment par Netflix dans leur architecture OSS. C'est pas mal, en fait, ça permet, c'est un coupe-circuit en français, donc ça permet quoi? En fait, quand le reverse proxy détecte que des backends partent en erreur réseau, au-delà d'un certain taux qu'on peut configurer, en fait, il va même plus contacter, il renvoie même plus les requêtes au backend, il renvoie carrément une erreur 500 pour éviter d'aller taper sur les backends qui sont déjà mal en point. Okay, donc ça coupe le circuit pendant un certain temps et après ça réessaye au bout d'un certain temps. Voilà, donc ça évite de surcharger les backends quand ils sont déjà mal en point. Ça fait du replay de request aussi, donc ça veut dire que si une request a envoyé un backend et que le backend est mort, ça renvoie la request potentiellement en faisant du load balancing du coup à un autre des serveurs. Et aussi il y a une web UI. Une belle web UI en Angular qui permet de voir tous ces front-ends, tous ces back-ends du reverse proxy. Donc ça, je vais vous montrer ça au cours d'une démo. En faisant une petite prière, évidemment, parce que bon, voilà. OK. Alors, j'aurais pas dû fermer. OK. Alors, Trafic, il se configure avec un fichier Toml, OK, tout simple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Toml, c'est un format de configuration un peu comme le YAML, mais en différent. Et du coup, là, je vais lui dire d'écouter sur la socket Docker de mon poste, OK, du coup, et je vais démarrer Trafic. OK, donc il est démarré. Hop. Et on va voir tout de suite si ça marche en accédant à sa web UI. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que j'ai rien déployé sur mon Docker. OK. Alors, ouais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une application. Alors, je vous explique un peu la commande. Donc, c'est une image Docker Wamai. Alors là, c'est une image Docker toute simple. C'est un serveur écrit en Go, un serveur web, et qui renvoie juste l'IP du conteneur dans lequel elle est lancée. Donc, rien de bien fou. Et du coup, je la lance avec deux labels un peu particuliers, vous voyez, qui sont les labels traffic.backend et traffic.frontend.rule. Alors c'est surtout celle-là qui va nous intéresser. En fait, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux accéder sur l'IP de trafic en utilisant, quand je vais accéder à l'IP de trafic en utilisant avec le host test.localhost, il va me rerouter sur ce conteneur-là. Okay, donc là, ça permet en fait de builder les routes dynamiquement. Ça donne des informations à trafic en fait, comment créer sa route. Voilà. Donc je lance et on voit qu'il apparaît dans la web UI, donc avec la rule et avec l'IP du conteneur associé. Donc on va aller jeter un œil. Hop. Voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour expliquer un peu dans la longueur, test.localhost, il a été résolu par un DNS qui est sur ma machine, un wildcard DNS. En fait, ça renvoie tout étoile.localhost sur ma machine, tout simplement. Donc, il a été résolu sur ma machine. Là, je vais taper sur l'IP de trafic. Et comme trafic voit que j'accède avec un host à test.localhost, il me renvoie vers le bon conteneur, tout simplement. OK. Bon, on imagine qu'on a envie de scaler un peu notre appli Wamai. Et du coup, on va en lancer quelques-unes en plus.
Et là, on voit que du coup, Trafic les voit instantanément et on voit qu'elles ont été rajoutées dans le même back-end. Et que du coup, quand je vais accéder à test.localhost, Trafic va faire du load balancing entre toutes ces instances. Donc on va aller jeter un œil avec curl pour éviter le cache. Hop. Donc là, vous voyez que j'atterris sur l'IP 172.17.02, là 172.17.05, 04, 03, 02, 05, 04, 03, 02. Donc je fais tout simplement un load balancing sur ces IP. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu simple de ce qu'on peut faire avec Trafic, juste avec un démon Docker. Bon, ça ne nous sert pas à grand-chose en prod en général, parce qu'on va avoir un cluster avec plein de machines. Donc je vais vous montrer comment on peut gérer ça, cette fois avec Marathon, Mesos Marathon. Donc je vais déjà déployer Marathon et un cluster Mesos. Alors, hop, avec Consul. Alors, je vous montre très rapidement comment ça marche. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est un fichier Docker Compose qui va nous lancer simplement 4 conteneurs. Donc, un conteneur Zookeeper, parce que Mesos est basé sur Zookeeper comme service registry. Un Mesos Master, un Mesos Slave, et enfin Marathon, qui est le framework de Mesos qui nous permet de déployer des conteneurs. OK. Hop, donc je lance ça et je vais configurer Trafic pour aller écouter sur l'API Marathon. Donc voilà, je configure tout simplement comme ça. Oula, c'était pas ça qu'il fallait faire en fait. Je dois être sur la mauvaise machine. On va le faire là plutôt. OK. Alors, ça prend quelques secondes, normalement, le temps que le cluster Mesos démarre. Bon, c'est un peu long. OK. Donc là, ça semble bon. En théorie. On va aller jeter un œil. Hop. OK. Donc ça, c'est Mesos. Et notamment, et plus particulièrement son framework Marathon. En fait, donc ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, de déployer donc, des applications sur le cluster Mesos que je viens de créer. Et je vais en déployer une tout de suite. Et je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc, Marathon expose une API REST, comme tous les orchestrateurs dont je vous ai parlé. Et ça, c'est un fichier JSON qui est juste un descripteur en fait, d'application quand on veut déployer une application sur Marathon. Donc vous voyez, je vais déployer toujours une image Docker, toujours la même image, Who am I. Et vous voyez, c'est pas bien compliqué. On dit quel port on va écouter, enfin Marathon va binder, et on fait aussi un else check. Donc ça veut dire que tant que Marathon n'arrive pas à faire une requête HTTP sur le port qui va bien, il considère que la santé de l'application est down, et donc il le dit. OK. Et vous voyez que je déploie mon application avec des labels qui sont propres à Trafic. Et on retrouve toujours le label front-end rule. Et cette fois, j'ai mis test.marathon.localhost. Donc, je vais déployer mon application avec un curl. Hop. Donc là, je fais juste un curl sur Marathon, sur /v2/apps. C'est son API. Et je lui envoie le fichier whoami.json que je viens de vous montrer. Hop. Donc là, on voit que Marathon, il a bien reçu l'ordre. Et du coup, il est en train de déployer l'application. Et
du coup, il va attendre que le health check soit OK pour nous dire qu'elle est bien, elle est bien up. Donc là, pour l'instant, trafic, il voit rien. Et dès que le health check passe, trafic le détecte automatiquement dans l'API. Et du coup, c'est dispo tout de suite. Donc, on va jeter un œil. On va refaire un curl. Hop. Et donc, c'était sur test marathon.localhost. Je vais agrandir un peu pour voir qu'on a bien du load balancing. Voilà. Donc là, on va taper sur 172.17.08, 07, 06, 08, 07, 06, etc., etc. On fait du load balancing entre ces trois instances. Ok, donc ça fonctionne. Un des trucs sympas, par exemple, avec Marathon, c'est que, pareil, hein, on peut scaler l'application. Donc là, il y avait 3 instances de cette application. On peut passer à 5, par exemple. Et là, pareil, il va redéployer 2 nouvelles instances donc, sur le slave. Et dès que le health check va être passé, c'est pareil, ça va être dispo dans le trafic automatiquement. Hop, voilà. Et voilà. Donc on peut refaire un curl pour voir. Là, on fait 0,8, 0,6, 10, 7, 9, 8, etc. Donc là, on fait bien du load balancing entre les 5 instances. OK. Donc c'est quand même relativement simple du coup. Comme fonctionnement. Et en tout cas, c'est beaucoup plus simple que de déployer un reverse proxy traditionnel avec toutes ces briques qu'on est obligé de mettre pour pouvoir régénérer le fichier de conf et espérer que ça plante pas, quoi, parce que c'est du coup plus on a de briques, plus c'est complexe. Et en plus, ça évite de gérer différents PID de processus dans des conteneurs Docker. Là, c'est le même PID. Vous avez vu que le process c'était le même. Les routes changent dynamiquement. Ok, super. Donc ça marche. Mais du coup, vous allez me poser la question. C'est cool, on peut déployer plein d'applis, plein de microservices et tout. Comment on fait pour gérer dynamiquement nos certificats SSL? Parce que c'est un vrai problème. Alors, il y a une solution, c'est d'acheter un certificat SSL wildcard, par exemple, sur un domaine wildcard, et du coup, que tous les sous-domaines soient dispo, et ça marchera. Mais les certificats wildcard, ça coûte cher, aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui existe, qui nous permet de gérer ça de manière automatique et de manière gratuite, et en plus, c'est open source. Et ça s'appelle Let's Encrypt. Ça consiste en quoi? Let's Encrypt, c'est une autorité de certificat SSL qui existe depuis quelques temps. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est plutôt pas mal parce que l'idée, c'est qu'ils fournissent des certificats SSL gratuits. Et en plus, ils fournissent des outils pour récupérer ces certificats SSL de manière automatique. Donc ça, c'est cool. Pourquoi pas faire en sorte que Trafic aille récupérer ses certificats SSL dynamiquement en se connectant directement à Let's Encrypt et en récupérant les certificats à chaque fois qu'on déploie un nouveau microservice et qu'il n'a pas de certificat avec son nom de domaine. Et ben ça, c'est ce qui a été fait dans Trafic. Donc maintenant, ça fonctionne avec hop. Alors, je vais me mettre là-haut, plutôt. OK. Du coup, je vais vous montrer sur une instance de trafic qui tourne déjà. Je vais démarrer, hop, toujours un conteneur ou un maille, et je vais l'appeler, hop. Je vais mettre une règle devoxfr.test.trafic.io. OK. OK. Hop. Voilà. Donc, il m'a déployé mon conteneur. En théorie,
Oups. Si les dieux de la démo sont avec moi. Alors ça va mettre un peu de temps, parce que là je l'ai mis en on-demand. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que lors de ma première requête, en fait, Trafic va récupérer le certificat auprès de Let's Encrypt dynamiquement. Donc là ça prend un peu de temps, enfin ça dépend des moments. Ça peut prendre quelques secondes, normalement quand tout va bien. Oups. Ok. Espérer que l'effet démo ne s'applique pas ici. Allez. Voilà. Alors, avant d'applaudir, il faut regarder ce qui s'est passé et il faut déjà constater que l'icône là est verte. Ce qui veut dire que le certificat est valide. Et en plus, il faut aller jeter un œil dans le certificat, dans les détails, hop, et voir que le certificat est bien dispo pour le nom de domaine devoxfr-test.trafic.io. Donc vous voyez que là, le certificat a bien été créé, va bien être créé dynamiquement par Let's Encrypt et donc est inclus dans Trafic maintenant. Et donc toutes les requêtes sont sécurisées par Trafic de manière automatique. Donc ça, c'est quand même sympa. Ça permet quand même de simplifier grandement la gestion des certificats qui est vite compliqué et qui en plus, là en plus, on le fait de manière gratuite, quoi. Donc voilà. Un autre truc sympa avec Trafic, c'est qu'il y a une image officielle Docker depuis quelques temps. Jérôme Pétazzoni m'a gracieusement demandé si j'étais d'accord pour mettre une image officielle Docker. J'ai pas trop réfléchi et j'ai dit oui. Et donc depuis 2 semaines, maintenant, on peut faire un Docker Run Trafic directement et non plus Docker Run Containers Trafic. Donc c'est quand même plus sympa. Donc même si cette image est updatée un peu et moins régulièrement que l'image Containers Trafic, parce qu'il faut faire des pull requests à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle version chez Docker, mais en tout cas ça permet d'avoir une image officielle et donc ça c'est quand même cool. Et aussi un dernier truc, et ça c'est depuis pas si longtemps que ça. Enfin, disons que la PR est en cours de review et de merge par, par Vincent Demester, qui est un autre mainteneur sur le projet qui est dans la salle. C'est le support de Kubernetes, et plus particulièrement de Kubernetes Ingress. Alors pour ceux qui connaissent Kubernetes, qui connaissent pas Kubernetes, pardon, Ingress en fait c'est juste un type de ressource un peu particulier dans Kubernetes qui nous permet de créer en fait en gros, c'est un fichier dans lequel on met des routes pour créer des routes pour un reverse proxy. Voilà, tout simplement. Donc en gros, Trafic maintenant est capable d'écouter l'API Kubernetes Ingress. Et donc à chaque fois qu'on crée un Ingress dans Kubernetes, boum, ça crée les routes correspondantes dans Trafic. Donc ça c'est cool parce que jusqu'à maintenant les seules alternatives qu'il y avait dans Kubernetes c'était toujours la même chose, toujours un Nginx ou un HAProxy avec un programme par-dessus qui régénère sa conf HO et qui fork le process, etc. Donc toujours la même usine à gaz. Donc maintenant c'est cool parce que on a juste un binaire qui écoute l'API Kubernetes et voilà, ça marche. Donc avec tout ça, j'ai commencé ce projet en septembre et très rapidement il a fonctionné, il a eu beaucoup d'étoiles, aujourd'hui on en est à 1774, donc ça a plutôt bien marché. Je m'y attendais pas, évidemment. Et du coup, un autre truc sympa aussi, c'est qu'à partir du mois de novembre, il y a Cisco Cloud qui construit qui est en train de créer un logiciel open source qui s'appelle Mantle, qui est en fait un espèce de... c'est une plateforme en gros pour déployer des conteneurs qui est basée sur des briques open source du style Terraform, Docker,
bref, tout ça. Et enfin plein de briques différentes. Et en gros, ils ont viré HAProxy, ils l'ont remplacé par Trafic au mois de novembre. Donc maintenant, Trafic est directement directement partie d'un gros projet open source qui est fait par Cisco Cloud, donc c'est quand même pas n'importe quoi, donc c'est cool. Il y a Capgemini aussi qui fait un logiciel qui est assez semblable à Mantle, qui s'appelle Apollo. Et ils ont fait la même chose, ils ont remplacé HAProxy par Trafic pour simplifier leur stack, en fait. Donc tout ça, en fait, le fait que ça marche bien sur GitHub, le fait que d'autres projets l'utilisent, bah, ça m'a fait me poser des questions, forcément. Déjà, comment je fais pour maintenir ce projet open source alors que je travaille chez Zenica? Bah, je ne vais pas le faire tous les soirs et tous les week-ends comme je l'ai fait pendant quelques mois quand j'ai développé Trafic. Enfin, je ne tiens pas sur la longueur. Donc, très rapidement, il s'est posé la question de créer une start-up derrière ce projet. Et du coup, Zenica a accepté de m'aider dans cette aventure avec le programme Z Startup. Du coup, il m'aide notamment en me fournissant des locaux et aussi du conseil, etc., etc. Et aussi, ils ont accepté de me fournir un stagiaire qui travaille en ce moment sur Trafic. Donc voilà, j'ai créé ma société qui s'appelle Containers et qui permet de gérer Trafic depuis. Donc elle est là depuis le mois de février maintenant, et donc qui me permet de développer le produit et d'y être à 100%. Et donc je ne suis plus chez Zenica maintenant, je suis 100% sur Trafic et ça m'évite de devoir coder entre 2h et 4h du mat pour Trafic. Donc voilà. Et donc, du coup, qui dit startup dit stickers. C'est le slide le plus important. Non, si vous voulez, j'ai des stickers. Il y en a aussi sur le stand de Zenica. Et voilà. Merci beaucoup. Et je tiens particulièrement à remercier Vincent Demester, du coup, qui est dans la salle, qui est mainteneur avec moi sur le projet Trafic. Alors lui, pour le coup, c'est le soir et le week-end. Il n'est pas mainteneur que sur Trafic, il est aussi mainteneur sur Docker. Donc il a pas mal de boulot, le soir et le week-end. Ouais, un grand merci à lui. Et à Zenica, bien sûr. Si vous avez des questions. Alors, ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, la question est, je dois répéter la question, est-ce que la gestion de l'expiration des certificats est gérée? La réponse est oui. En fait, une semaine avant que le certificat expire, il va le renewer automatiquement sur Let's Encrypt. Voilà. Ouais. Pourquoi le certificat n'est pas accepté sur son mobile? C'est une bonne question. Probablement parce que le certificat root de Let's Encrypt n'est pas sur ton mobile. Alors je ne sais pas quelle version d'Android tu as, mais sur le mien ça marche. Normalement sur les systèmes relativement récents, ça marche. En fait, Let's Encrypt, vu que c'est une autorité de certificat, c'est une autorité depuis quelques mois, enfin un an, un truc comme ça. Donc, suivant la date de votre système, ils sont pas forcément dans les certificats root de votre système. En fait. Voilà. Ouais. Est-ce que on fait l'identification par double certificat client? Alors, il ne me semble pas là. Il faudrait que je regarde plus particulièrement, mais je sais que ça sera très simple à faire. Voilà. C'est juste à mettre en place un paramètre en plus. Voilà. Mais je ne crois pas que ça marche pour l'instant. Oui. Non, mais ça pourrait être le cas, tout à fait. Donc, est-ce que Trafic supporte Eureka de Netflix? C'est un autre service Discovery, j'en ai pas parlé, mais du style Consul, etc., mais fait par Netflix. Non, je ne le supporte pas. Ça pourrait tout à fait être ajouté, parce qu'on peut en rajouter, c'est une espèce de plugin en Go, quoi. Enfin, après, je ne l'ai pas ajouté pour l'instant parce que clairement, Eureka, c'est pas utilisé par beaucoup de monde. Ça va être utilisé de plus en plus avec Spring Boot, pour ceux qui connaissent, enfin avec Spring Cloud, pardon, pour ceux qui connaissent, qui est basé directement sur la stack Netflix OSS avec Eureka. Donc pourquoi pas.
Alors, TCP, un jour quand je pourrais. WebSocket, ça marche déjà. Ouais. Hein? Normalement, sur le site, ça doit être marqué WebSocket, ouais. Mais pas TCP, oui. TCP, pour l'instant, c'est juste HTTP. Ouais. 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 Alors attends, je réponds dans l'ordre. Est-ce que l'API de trafic permet de récupérer des stats? Oui, je ne vous l'ai pas montré. D'ailleurs, hop, vous avez dans la web UI, là, vous avez toutes les requêtes que j'ai fait avec quelques statistiques. Et ça, en fait, ça va juste taper sur une API /else de trafic. Enfin, cette web UI, quoi. Voilà. Donc la réponse est oui. Oui. Alors, est-ce qu'il est plus précisément? Ouais. Alors, est-ce qu'il est possible de tuner les replays, les requests? On peut tuner un petit peu pour l'instant, mais pour l'instant c'est relativement simple. On peut tuner juste le nombre de fois enfin le nombre de retries qu'il va faire. Donc par défaut, il retry. Enfin, dans un backend, vous avez un certain nombre de serveurs sur lesquels il fait du load balancer. Il retry sur le nombre de serveurs -1 par défaut. Vous pouvez faire d'autres choses. Mais après, par contre, on ne peut pour l'instant pas tuner le temps qu'il va mettre entre chaque retry. Ah bah, enfin, dès qu'il reçoit une erreur, il retry en fait. Donc c'est pas, voilà. Pour l'instant, c'est pas, ça n'attend pas. Est-ce que j'ai déjà des exemples de gros déploiements en production de trafic? Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent en production. Gros déploiement, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. Enfin, je ne pense pas que c'est clairement pas utilisé en production avec des milliers de serveurs. Déjà parce que c'est pas en 1.0 pour l'instant. Donc ça ne saurait tarder, mais pour l'instant ça l'est pas. Euh, Par contre, c'est clair que c'est utilisé en production, et notamment avec Mantle de Cisco, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent en prod, Mantle. Donc, c'est clairement utilisé en production dans le cadre de Mantle. Et quand on met Mantle en prod, on met pas Mantle pour déployer 2 conteneurs, quoi. Voilà. Oui. Alors, est-ce que ça supporte HTTP2? Bonne question. Je ne l'ai pas mis, mais oui. Oui. En fait, tout à fait. Mais il y a un simple. Non, ouais, enfin, c'est même pas ça. C'est que trafic, si on lui, enfin, en gros, si l'orchestrateur lui balance 150 000 événements secondes, c'est prévu, et ça peut être le cas très facilement, hein. Il suffit d'éteindre tous les conteneurs Docker d'un seul coup, et là, on va recevoir 50 000 events. Donc non, en fait, trafic, on peut le. Enfin, il y a un paramètre qui lui permet de dire j'attends tant de temps entre chaque event avant d'appliquer ma conf. Et je prends la dernière que j'ai reçue pour un backend en particulier. Donc typiquement, si Docker envoie 50 événements d'un seul coup, Trafic il va les recevoir. Euh, et donc il va recevoir le premier, et il va attendre 2 secondes. S'il n'a rien reçu au bout de 2 secondes, enfin ça c'est 2 secondes par défaut, s'il n'a rien reçu au bout de 2 secondes, il va appliquer cette conf. S'il reçoit d'autres événements, par contre, eh ben, il drop le premier, et il applique que le dernier. Ça évite d'avoir les confs qui se reload 50 fois par seconde, ça sert à rien. Euh, et, euh, et voilà. Donc pour l'instant, c'est ce mécanisme-là qui est en place. Euh, En fait, la question est-ce qu'on peut savoir quand Trafic a appliqué une conf ou pas? La réponse est dans l'API de Trafic, en fait, tu peux savoir quel backend, quel serveur il y a dans quel backend. Donc, pour cette web UI, encore une fois, elle a ces infos que en allant taper sur l'API REST de Trafic. Et du coup, vous voyez qu'on a toutes ces infos. Voilà. Oui.
est-ce qu'il a été conçu pour fonctionner en haute dispo? Très bonne question. Et c'est un des challenges. Donc, comme n'importe quel reverse proxy, pour l'instant, la haute dispo, ça consiste en quoi? Enfin, il n'y a pas 50 000 choix. Mais en gros, le plus simple, c'est de mettre un DNS devant toutes nos instances de reverse proxy et d'avoir un DNS avec des TTL courts qui nous permettent de détecter quand un reverse proxy est down et du coup de l'exclure du DNS. Donc il y a voilà. Ben, tu peux, avec ton DNS, tu peux faire du load balancing sur tous tes reverse proxy aussi. Non, pas du tout. En fait, la question est, ça ne va pas poser de problème qu'il y ait plusieurs instances de trafic qui discutent avec les orchestrateurs, et c'est une bonne question, mais non. C'est juste qu'il va y avoir que toutes les instances de trafic vont être abonnées à l'API de l'orchestrateur, vont recevoir les infos en même temps, et puis c'est tout. Mais c'est clair que dans l'avenir, c'est quelque chose, enfin c'est un point sur lequel je réfléchis beaucoup, savoir. Pour l'instant, j'ai voulu garder au plus simple, parce que faire un système distribué, c'est tout de suite très complexe, et voilà. Du coup, j'ai voulu faire au plus simple, mais c'est clair qu'à l'avenir, l'idée, c'est d'en faire un load balancer distribué. Oui, on peut en parler après. Non, mais enfin, très prosaïquement pour l'instant, le business model de la startup, c'est logiciel open source classique. C'est d'avoir cette version open source et puis un jour d'avoir une version enterprise, éventuellement avec des features qui intéressent particulièrement les entreprises, qui sera payante elle, et puis en plus du support aux entreprises, etc. Donc voilà. Le support, c'est hyper important, quoi. Enfin, c'est clair qu'une entreprise souvent va demander du support quand elle met un logiciel open source en prod. Ouais, Ouais, oui. Alors, niveau performance, c'est une bonne question. Dans la doc de trafic, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. J'ai refait des benches il n'y a pas longtemps. Dans la doc de trafic, vous pouvez accéder à un onglet benchmark, où j'ai fait des benchmarks il n'y a pas longtemps sur une vraie infra. Du coup, avec plusieurs machines, enfin c'est des VM malheureusement, mais c'est quand même des machines, avec du coup 32 Go de RAM, 8 CPU, etc. etc. Et du coup, on en arrive aux conclusions que Trafic arrive à servir 85% du nombre de requêtes que Nginx arrive à servir. Donc c'est moins bien, mais c'est pas horrible. Non, mais c'est moins bien. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Et d'une, c'est écrit en Go, Trafic. Nginx, c'est écrit en C. Go, c'est garbage collecté, pas le C. Du coup, rien que au niveau du garbage collection, ça ralentit forcément un petit peu le, comment, le temps d'exécution des programmes. Et puis aussi, Trafic, tout simplement, pour l'instant, ça n'a pas du tout encore été. Il n'y a pas vraiment eu d'énormes boulots d'optimisation au niveau rapidité, quoi. Ça sera fait dans l'avenir. Voilà, c'est un projet qui a 8 mois, donc bon, c'est déjà pas mal. T'as bien, quoi. Est-ce que je fais déjà du support aux entreprises? Oui. Notamment pour les entreprises qui travaillent avec Cisco, enfin qui travaillent avec Mantle. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il sera possible de publier automatiquement le nom dans un DNS? C'est typiquement une des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir pour les mois qui viennent, pour gérer la haute dispo. C'est de faire du MDNS par exemple, et c'est un exemple. Euh, J'aimerais bien le faire, oui. Ça sera sûrement possible de le faire. Dans- Ah, pardon. Ah, les noms des conteneurs. Euh, Bah, encore une fois, on pourra utiliser du MDNS avec ça, mais ça n'a pas forcément. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas même aussi, enfin, je réfléchis aussi à faire en sorte que Trafic soit lui-même un serveur DNS, et puis reforward les requêtes à un autre DNS si jamais il n'a pas la réponse. Ça sera relativement simple à faire, et je le ferai sûrement un jour. Mais voilà. Oui. Est-ce qu'il y a moyen, alors, c'est-à-dire?
et applique un... Alors la question est, est-ce qu'il y a moyen de ne pas balancer plein de labels trafic? Un moyen plus simple que de balancer des labels trafic? Pour l'instant, non. Mais encore une fois, ça c'est parce que je l'ai montré avec... Enfin, c'est pas une obligation d'utiliser ces labels. Par exemple, typiquement pour Marathon, si on revient sur le JSON du WAMI, je pourrais très bien virer cette ligne-là. Enfin, je pourrais très bien virer les 3 lignes de label. Et il y a un comportement par défaut quand même. Et le comportement par défaut, c'est qu'il va prendre le nom de l'application Marathon. Donc dans ce cas-là, c'est WAMI qui a été défini tout en haut. Et il va transformer le domaine en WAMI point et un domaine par défaut qui aura été configuré aussi. Donc on n'est pas obligé de déployer avec des labels. Dans Marathon, par exemple, il y a aussi un comportement par défaut. Voilà. Et bien c'est la fin. Merci à vous.